Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro de Studio Kalita pour notre magazine Israël au cœur du Moyen-Orient. Le thème de cette semaine, pour cette édition hebdomadaire, c'est celui de l'activisme forcené du pouvoir judiciaire israélien. Le mieux serait de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un court extrait de l'intervention de l'ex-président de la Cour suprême, le juge Aaron Barak, lors d'un colloque organisé en 2012 par le Centre interdisciplinaire de Herzliya. Il y a une connexion étroite entre les valeurs de l'État d'Israël et la législation qui doit le régir. Et il y a évidemment un des fondements, c'est l'héritage juif qui dit, entre autres, dans l'un de ses adages les plus importants, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ve'ahavta l'reacha chamocha. Donc des lois spécifiques dans certains domaines qui sont en fait un principe abstrait qui doit guider notre conduite. Alors cet activisme dont nous allons parler aujourd'hui, l'activisme forcené du pouvoir judiciaire israélien, c'est un phénomène initié de plus de 2 décennies par le juge Aaron Barak, alors président de la Cour suprême israélienne, qui n'a fait en fait un phénomène qui n'a fait que s'amplifier depuis. D'autant que l'on assiste presque chaque jour en Israël, ces dernières années, des empiètements du pouvoir judiciaire incarnés par la Cour suprême et aussi les services du procureur général de l'État sur les décisions du pouvoir exécutif, celles du gouvernement donc, et aussi du pouvoir législatif, les décisions de la Knesset. À tel point que certains commentateurs politiques du pays se sont demandé si Israël n'était pas bel et bien entré aujourd'hui dans une nouvelle époque institutionnelle de son histoire et qu'on était dirigé à présent par un gouvernement des juges. Alors pour parler aujourd'hui de tout cela avec nous, Pierre Lursa. Pierre, shalom et bonjour, vous êtes avocat, analyste et auteur de plusieurs livres et ouvrages sur l'islam politique, puis de plusieurs ouvrages de réflexion sur Israël, dont le dernier en date, intitulé « Israël, le rêve inachevé », est paru en décembre 2018 aux éditions de Paris, Max Chalel. Alors, la première question qui s'impose, c'est que, au vu de la situation politico-judiciaire d'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle parle d'elle-même, tant elle est caricaturale. Désormais, effectivement, ce ne sont plus les députés des différentes factions de la Knesset, ni les chefs des partis politiques qui tiennent le haut du pavé en Israël, et pas seulement dans les médias, mais le débat public, disons, mais bien le procureur général, le parquet, la présidente de la Cour suprême, et toutes sortes d'avocats et de juristes. Alors, comment a-t-on pu en arriver là, et quelle serait en quelque sorte la généalogie de cette situation devenue quasi intenable ? Alors oui, juste une petite remarque. Il y a un journaliste israélien bien connu, Ben-Dror Yemini, qui a déclaré récemment la prochaine étape, c'est de supprimer les élections. Parce que de toute façon, aujourd'hui, les élections n'ont plus beaucoup d'importance, puisque finalement, si on va jusqu'au bout de la logique dont on voit aujourd'hui les tenants et les aboutissants, ce ne sera plus le peuple qui devra décider qui est le Premier ministre, mais c'est le procureur de l'État, soutenu par la Cour suprême, avec aussi l'aide des médias. Donc, évidemment, ça a l'air d'une boutade, mais ce n'est pas une boutade. On est vraiment, effectivement, je pense qu'on est déjà dans l'ère du gouvernement des juges. Ou disons qu'on est à la limite, Israël risque de basculer dans le gouvernement des juges. La réponse, je dirais, le suspense va durer encore 48 heures. Et mercredi prochain, quand la Cour suprême va se prononcer sur la fameuse pétition pour savoir est-ce que Netanyahou a le droit d'être candidat, alors on saura si on est vraiment entré dans le gouvernement des juges ou si on est encore un petit peu dans une démocratie. Et alors effectivement, vous avez raison de poser la question, comment on en est arrivé là, parce que Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël, seule démocratie du Moyen-Orient, pendant longtemps, on a vécu sur cette idée qu'on était une démocratie exemplaire, et aujourd'hui, on en arrive à une situation où on est en train de priver le peuple d'Israël de son droit de choisir ses dirigeants. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Je crois que la réponse, elle tient largement, d'ailleurs quelque part c'est un petit peu très symbolique, c'est pratiquement l'œuvre d'un seul homme. C'est presque le juge Aaron Barak à lui seul est quasiment l'auteur de cette fameuse révolution constitutionnelle dont on ne parle pas assez souvent dans les médias, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais c'est sans doute lui, je dirais, le grand artisan de ce bouleversement de la vie politique en Israël, qui est passé largement inaperçu à l'époque dans les années 90, et dont aujourd'hui on voit les fruits tardifs. Alors c'était quoi cette révolution constitutionnelle en quelques mots ?
Alors, peut-être avant même de parler de la révolution constitutionnelle, je voudrais dire quelques mots du juge Aaron Barak, de sa personnalité, de sa carrière, parce que c'est quelqu'un d'assez impressionnant. Il a eu une carrière très fulgurante. D'abord, c'est un rescapé de la Shoah, ce qui est important aussi à savoir. Lui-même ou enfant il était lui-même enfant caché dans le ghetto de Vilna, si je me souviens bien, dans le ghetto de Vilna. Il est arrivé en Israël juste après la guerre. Il a fait des études très brillantes à l'université hébraïque et ensuite à Harvard, ce qui est aussi important d'ailleurs pour comprendre sa conception du droit. Et après, il a été nommé doyen de la faculté de droit d'Israël très très jeune, il n'avait même pas 40 ans, et ensuite procureur de l'État aussi très jeune. Et c'est là qu'il a, je dirais, commencé à marquer de son empreinte la vie politique en Israël, notamment en inculpant plusieurs hommes politiques, dont le ministre Avraham Ofer, qui s'était à l'époque suicidé à la suite de son inculpation, et aussi le premier ministre Yitzhak Rabin, qui avait démissionné dans la fameuse affaire du compte en dollars pour quelques comptes en dollars qu'il détenait aux États-Unis. Et en fait, que sa femme détenait, mais en fait, c'était pas du tout, comme on le présente encore souvent abusivement, une histoire de corruption. C'était tout simplement qu'en tant qu'ambassadeur aux États-Unis, sa femme avait un compte comme n'importe quelle femme d'ambassadeur aux États-Unis et qu'elle avait oublié de le fermer. Et ceux qui connaissent un petit peu la personnalité d'Yitzhak Rabin savent bien que c'était pas du tout une histoire de corruption. Donc, dès cette époque, je dirais, c'était le début de l'interventionnisme grandissant du pouvoir judiciaire dans la vie politique. Et c'était la première fois qu'un procureur de l'État a fait démissionner un Premier ministre. Ça a créé, je dirais, un précédent dangereux, on pourrait dire, puisqu'aujourd'hui, on en voit les conséquences. Aujourd'hui, aux yeux du procureur de l'État, c'est presque quelque chose de naturel que ça soit au pouvoir judiciaire, expression d'ailleurs sur laquelle on pourra revenir, sur sa légitimité, de décider si un Premier ministre peut rester ou non en fonction. Mais alors, comment a-t-il mis au point ce concept de révolution constitutionnelle ? Est-ce que le mot est de lui ou c'est des juristes qui ont parlé de lui en donnant cette appellation ? Alors, je ne voudrais pas m'avancer pour savoir à qui revient la paternité de l'expression, mais le juge Barak lui-même l'a repris à son compte. Donc, il lui-même est très fier d'être l'auteur de cette révolution. C'est quelqu'un qui a une certaine conception de lui-même assez élevée, disons, et conception plus largement de la fonction de juge très, très élevée. D'ailleurs, il a ce concept devenu aussi fameux dans le vocabulaire politique israélien d'élite éclairée, dont il se considère comme un des représentants les plus éminents. Et pour lui, ce sont les élites éclairées qui doivent diriger. Alors, c'est quoi cette révolution constitutionnelle ? C'est en fait le pouvoir qui a été donné à la Cour suprême et aux juges en général, d'ailleurs, pas seulement aux juges de la Cour suprême, de commenter ou de vérifier, je dirais, de contrôler la validité de n'importe quelle loi et aussi de n'importe quelle décision gouvernementale administrative au regard des deux lois fondamentales qui ont été votées en 1992, qui ont été votées au milieu de la nuit en catimini par une vingtaine de députés qui étaient présents dans l'hémicycle. Et à l'époque, personne n'avait vraiment compris, ou très peu étaient ceux qui avaient compris, très peu nombreux avaient compris l'importance de ces deux lois fondamentales. Lois fondamentales qui, en soi, n'ont rien d'extraordinaire, qui énoncent la liberté professionnelle en tant que principe quasi constitutionnel ou la dignité humaine et les droits de l'homme. Donc, des lois qui s'inscrivent tout naturellement, je dirais, dans l'appareil juridique et constitutionnel israélien. Mais c'est la fonction qui leur a été conférée qui est révolutionnaire, c'est-à-dire que désormais, comme le juge Barak l'a déclaré, et c'est lui-même qui a créé, je dirais, cet instrument juridique tout à fait révolutionnaire, eh bien, désormais, n'importe quel juge, et en particulier la Cour suprême, était à même de dire qu'une décision du gouvernement ou une loi de la Knesset sont contraires aux lois fondamentales et donc sont invalidées. Mais alors, on termine une situation paradoxale. D'un côté, il n'y a pas de constitution officiellement en Israël. Il y a des lois fondamentales, comme vous le disiez, une série de lois fondamentales. On a l'impression que, par réaction à ce grand vide d'une absence de constitution, la Haute Cour de justice, la Cour suprême, s'érige en conseil constitutionnel, quelquefois en conseil d'État, comme on dirait en France, au plan administratif, quelquefois en censeur et du gouvernement et de la Knesset, comme vous le disiez. Et donc, la situation est paradoxale. Il n'y a pas de loi qui donne ce pouvoir à la Cour suprême. Donc, c'est un pouvoir qu'elle s'est elle-même adjugé. Et elle intervient au nom de lois fondamentales avec un hyperactivisme, comme pour combler un manque. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est une sorte de position idéologique. Absolument. Je vous avais bien décrit la situation. La nature a horreur du vide. Israël a vécu sans constitution formelle officielle pendant 40 ans. Et le juge Barak, lui, je dirais, il s'est introduit, il a profité de ce vide pour, quelque part,
imposer sa conception à lui, tout à fait personnel, d'une forme, d'un début de constitution et surtout d'un pouvoir constitutionnel, effectivement. C'est lui qui a, je dirais, donné à la Cour suprême ce pouvoir constitutionnel qu'elle n'a pas, qu'aucune loi ne lui a donné. Aucune loi n'a jamais été votée pour donner ce pouvoir à la Cour suprême. Donc vraiment, il s'est arrogé ce droit où il a octroyé ce droit à la Cour suprême comme une véritable création ex nihilo. Alors revenons peut-être un peu sur cette personnalité du juge Barak, qui est vraiment une personnalité très spéciale, très imbue de son élitisme, comme vous le disiez, mais aussi très imbu de valeurs humanistes occidentales et y compris d'un certain nombre de complexes juifs liés à la persécution, à la Shoah. Il y a là, on dirait ça en hébreu, un typus, un profil humain qui mérite d'être approfondi. Oui, alors effectivement, le fait qu'il soit rescapé de la Shoah n'est pas du tout anodin. Et dans l'extrait vidéo que vous avez montré en préambule à cette émission, on le voit qui définit justement qu'est-ce que c'est qu'un État juif et démocratique. Et quand il s'arrête sur la dimension juive de l'État, il parle des valeurs juives et finalement, il en cite une seule, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc finalement, évidemment, c'est un exercice auquel les sages du Talmud s'étaient déjà livrés, résumer toute notre tradition en une seule phrase. Mais le juge Barak, lui, il a sa définition. Tout le judaïsme, à ses yeux, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Évidemment, c'est pas par hasard qu'il a choisi précisément cette citation-là, ce verset-là. Et c'est dans un sens bien particulier, parce que finalement, quand il est poussé dans ses retranchements, pour lui, un État juif et démocratique, et il l'a dit de manière très explicite, ça veut dire juste un État démocratique. Parce que son judaïsme, comme il le dit, avec un degré d'abstraction très élevé, finalement, ça ne veut plus rien dire de spécifiquement juif, sinon ce que le judaïsme a légué à l'humanité, comme il le dit, c'est-à-dire en fait un vague humanisme judéo-chrétien qui n'a plus grand-chose de juif à proprement parler. Plutôt, j'allais dire, compassionnel, où en fait on confond les intérêts d'un individu dans ses rapports avec l'autre. C'est-à-dire on est dans un débordement psychologique, en fait. Une morale judéo-chrétienne, ce que Shmuel Tréganov avait appelé la morale sacrificielle, c'est-à-dire finalement... tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais finalement même plus que toi-même, n'est-ce pas ? Finalement, le prochain, ça vient avant soi-même. C'est un petit peu aussi une espèce de philosophie à la Lévinas, comme on aime bien aujourd'hui en Occident. Il y a cet aspect-là chez le juge Barak. Il y a aussi un autre aspect qui est important, qui est celui, quelque part, de ce qu'un observateur très, très avisé de la scène politique juridique en Israël, le professeur Menachem Motner, avait décrit comme un fondamentalisme laïque. C'est-à-dire que chez le juge Barak, qui est quelqu'un de totalement athée, dont le grand adversaire au sein de la Cour suprême était le juge Elon, qui lui était le représentant du droit hébraïque, un ancien élève de Yeshiva, et c'était un petit peu les deux grands courants et les deux grands pôles au sein de la Cour suprême à l'époque, dans les années 80-90. Eh bien, le juge Menachem Elon, donc auteur d'un grand traité de droit hébraïque qui fait encore autorité, avait bien vu cet aspect chez le juge Barak, et il l'avait d'ailleurs parfois décrit avec une certaine ironie, parce qu'ils étaient tous les deux des adversaires farouches. Et effectivement, il y a cette espèce, je dirais, un complexe, quelque part, non ? Moi, je dirais plutôt pas un complexe, mais une espèce d'esprit révolutionnaire quasiment religieux, parce que, comme dit, et là je cite, si vous voulez, le juge Menachem Elon qui parle du juge Barak, il dit « Barak pense que la terre entière est emplie de droits, il n'existe pas à ses yeux de vide juridique, toute action que nous menons comporte selon lui un aspect juridique, cette conception correspond, dit Menachem Elon, à une vision du monde religieuse et non à une conception juridique. » Et c'est pas par hasard que Barak dit « toute la terre est emplie de droits », c'est une de ses citations fameuses, parce que, dit Menachem Elon, cette expression, évidemment, elle est calquée sur l'expression de la prière, toute la terre est emplie de sa gloire. Donc, pour la présence divine, en fait. Voilà. Là, c'est la présence du droit. Voilà, c'est le droit qui remplace la Torah, qui remplace pas seulement la Torah, qui remplace en fait même Dieu, on pourrait dire. Le droit prend la place de Dieu, et quelque part, ça rappelle ce qu'un grand philosophe russe avait dit à propos des révolutionnaires juifs dans la révolution russe, il disait, ils étaient mus par une ferveur presque mystique, et ils avaient trouvé dans l'idéologie marxiste un substitut au judaïsme qu'ils avaient abandonné. Et bien c'est la même chose, c'est le juge Barak qui n'a jamais grandi dans la tradition, donc on ne peut pas dire qu'il l'a abandonné, mais il a
comme selon l'expression consacrée, il a abandonné la foi de ses pères et il l'a remplacée par quelque chose d'autre. Et donc, pour lui, le droit, c'est effectivement, il y a une ferveur quasiment mystique dans sa conception du droit. Et alors, en quoi, justement, ces principes que vous avez fort justement rappelés attestent-ils d'une conception totalitaire du droit, d'une certaine manière ? Eh bien, quand il dit « toute la terre est emplie de droit », et quand il le précise en disant qu'il n'y a aucune action de l'homme qui échappe à l'emprise du droit. C'est-à-dire que pour lui, et il l'a dit de manière tout à fait explicite, il a dit, c'est sa grande qualité au juge Barak, c'est qu'il est très très honnête et il ne cache pas ses opinions et ses pensées. Il dit, même les sentiments sont régis par le droit. Donc finalement, il n'y a plus aucune activité de l'homme, même la pensée, même les sentiments, même l'affect, tout cela relève du droit. Donc finalement, le droit est partout, et c'est ça, c'est ça la conception totalitaire du droit, puisque dans n'importe quel système juridique, on sait bien qu'il y a des choses qui ne relèvent pas du droit, justement, et en général, on parle justement du quant à soi, de tout ce qui relève de l'intellect, du sentiment, de l'affect, de la vie privée, il y a beaucoup de choses qui échappent au droit. Eh bien, selon lui, non, rien n'échappe au droit. C'est intéressant parce qu'on évoquait avec un autre invité, Laura Dinovic, il y a quelques jours, la crise du politique, de l'instance politique en Israël. Et on rappelait, entre autres, que le Meller, c'est-à-dire le gouvernant, le roi, puisque c'était le système de l'époque, le roi biblique d'une certaine manière, le terme en hébreu est composé des 3 lettres, donc même, lamed et kaf, qui sont en fait justement comme gouvernant idéal à cette époque. Le même, c'est le mohar, c'est-à-dire l'intellect, la capacité d'analyser une situation. Le lamed, c'est le lev, c'est les affects. Et le kaf, c'est le kaved, les humeurs. Et donc, ça m'a fait penser à ça, parce que finalement, dans cette conception du juge Barak, le pouvoir politique, qui normalement est multiforme et qui doit tenir compte chez le dirigeant idéal, ou dans l'équipe de direction collégiale idéale, de ces 3 forces, est complètement gommé dans la vision du juge Barak. Ce n'est que le droit comme une espèce de puissance hétéronome, extérieure, qui gouverne le gouvernement des hommes, en quelque sorte. Absolument, et il l'a dit aussi de manière très explicite à un autre endroit. C'est un juge qui a aussi une activité de théoricien du droit. Il a publié des traités assez volumineux, notamment un livre qui s'appelle le Judge in a Democracy, le juge dans la démocratie, et dans lequel il dit bien que le rôle du juge n'est pas, comme on le croit en général, d'appliquer la loi, mais de l'interpréter et finalement de décider quelle est la loi qui s'applique. C'est-à-dire que aux yeux du juge Barak, donc du père de cette révolution constitutionnelle dont on parle, c'est le juge, c'est la Cour suprême qui doit décider qu'est-ce qui est marqué dans la loi. Donc finalement, le législateur, il est tout à fait subalterne. Parce qu'il est, même lorsque la loi est claire, par exemple, si on revient à l'actualité, est-ce que un Premier ministre inculpé doit démissionner ? Dans la loi, il est marqué clairement que non. Mais aux yeux de la Cour suprême, aux yeux du procureur de l'État, aux yeux des médias aujourd'hui, qui sont tous dans cette idéologie, tous largement, disons, oui, un Premier ministre devrait démissionner, même si la loi dit le contraire, parce que c'est la Cour suprême qui l'a dit ou qui pourrait le dire. Donc la loi, finalement, la lettre de la loi n'a plus aucune valeur. Alors c'est extrêmement grave la situation dans laquelle nous sommes, puisque scrutin après scrutin, et ces dernières décennies c'était assez probant, il y a un pays qui vote, disons, majoritairement à droite, au centre-droite, ça dépend des législatures, mais qui est traditionnellement à droite. Sans doute eu égard aux défis d'Israël, aux problèmes sécuritaires. En tout cas, il y a donc un suffrage universel qui dit son mot, mais les choses n'en restent pas là. Et comme vous le disiez, on a donc, de par cette révolution constitutionnelle, une Cour suprême qui s'est érigée on le disait, en conseil constitutionnel, en conseil d'État, et en défaiseur de décisions gouvernementales et aussi législatives. Et donc, c'est bien ça qui définit les contours du gouvernement des juges. Vous disiez qu'on n'y est pas encore, mais on y est vraiment. Il y a un domaine aussi qui est subséquent, c'est que c'est dans le domaine de la sécurité, dans le domaine militaire. On assiste depuis quelques décennies, surtout ces dernières années, à un processus qu'on appelle processus de judiciarisation de l'éthique militaire israélienne, où Tsahal a elle-même, on pourra donner quelques exemples tout à l'heure, a elle-même les mains liées
par les vues de la Cour suprême. L'un des exemples les plus stupéfiants, ce fut quand, sous le gouvernement Barak, dans un premier temps, Ehud Barak, et aussi ensuite sous le gouvernement Sharon, à cause des attentats suicides palestiniens, il était décidé de construire une barrière de sécurité. Or, c'est aussi un paradoxe, dans un pays en guerre depuis des décennies, la Cour suprême peut être saisie pas simplement par des citoyens israéliens, mais aussi par des associations, des ONG, organisations non gouvernementales, y compris donc par des Palestiniens qui ne sont pas privés de le faire. Et lorsque la barrière a commencé à se construire, surtout sous Sharon, eh bien, les Palestiniens ont multiplié, il y en a plusieurs centaines, des recours auprès de la Cour suprême pour faire démolir des tronçons de la barrière, au prétexte que ça atteignait ça portait atteinte aux droits de l'homme, j'allais dire, aux droits des agriculteurs palestiniens qui devaient faire le tour de la barrière et donc qui étaient un petit peu gênés par ce mur. Et donc, ils ont multiplié les recours. Ils se sont d'ailleurs bien aperçus que ça parasiter la Cour. Ils ont fait des centaines de recours. Et il y a eu des fois des décisions hallucinantes où la Cour suprême a donné raison à certains de ces recours, a demandé à Tsahal de démolir. Bon, ça ne l'a pas fait. Tout ça a traîné en longueur. Mais il y a eu des positions, alors que le pays est en guerre, qui sont, absolument. Qui sont hallucinants. C'est un exemple tout à fait parlant. Moi en vous écoutant relater cette affaire tout à fait emblématique, j'avais à l'esprit ce verset des psaumes, Al-Romotai Rir David Ifkadeti Shomrim. Tsahal construit une barrière de sécurité pour protéger le peuple d'Israël contre les attentats, et la Cour suprême s'emploie à déplacer ou à vouloir déplacer ou carrément défaire cette barrière, à la demande, évidemment, de requérants qui sont des Palestiniens, auxquels on a donné, parce que tout a commencé parce qu'on leur a donné le droit d'ester, le droit d'aller devant la Cour suprême. Et c'est là que tout a commencé, effectivement. C'est quand on a ouvert les portes de la Cour suprême très, très largement, y compris à des ONG financées par des pays étrangers. Et bien sûr, c'est aussi un point important, un point crucial. La plupart de ces petites associations qui multiplient les recours devant la Cour suprême, ce qui coûte très cher, sont financées par l'Union européenne, par des fondations hostiles à Israël, comme la Fondation Soros, etc., la Fondation Ford aux États-Unis. Donc, c'est de l'argent anti-israélien, pour résumer, qui finance toute cette activité devant la Cour suprême, avec les conséquences que l'on voit. Moi, ça me fait aussi penser quelque part à... Puisqu'on est le 8e jour de Hanouka, pour moi, c'est ça aujourd'hui, ce sont eux les mityavnim. C'est ce pouvoir judiciaire qui n'a pas de fondement dans la loi en Israël et qui, avec l'argent de pays étrangers, va saper quelque part à la fois les fondements des institutions en Israël, le fragile équilibre des pouvoirs qui avait été mis en place depuis l'époque de David Ben Gurion, et aussi saper aussi les valeurs juives de l'État, le caractère juif de l'État, et saper aussi la barrière de sécurité, donc finalement la défense d'Israël. Donc tout ça effectivement est très logique et très cohérent. Et d'autant que cette barrière, pour revenir à elle, il a été prouvé après quelques années qu'elle avait permis de réduire de 95% le nombre des attentats. Donc elle avait d'excellentes raisons d'exister. Et d'ailleurs, les Israéliens s'en sont rendus compte. Mais il est manifeste de voir que la Cour suprême, sur l'initiative et dans le sillage de cette révolution constitutionnelle du juge Barak, a été jusqu'à vouloir faire démolir la barrière. C'est cauchemardesque. C'est à la fois cauchemardesque et en même temps très, très, très révélateur de finalement, je dirais, le juge Barak, lui, il avance pas masqué, il avance à visage découvert. Et la Cour suprême, effectivement, est devenue un pouvoir à la fois exorbitant et aussi mu par une idéologie qui, je dirais, qui vise quelque part à affaiblir à la fois le caractère juif de l'État et aussi les défenses tout à fait concrètes et matérielles dans cet exemple, sans doute un des meilleurs exemples je dirais, de ce travail quasiment destructeur qui a été fait par le droit israélien, au point qu'aujourd'hui, effectivement, Tsahal se bat avec une main dans le dos à Gaza, à l'époque en Judée-Samarie. L'évolution et ça c'est peut-être un sujet que vous connaissez mieux que moi, mais toute cette, je dirais, toute l'évolution de la situation stratégique d'Israël et de la façon dont Tsahal se bat aujourd'hui, c'est lié aussi à cet interventionnisme judiciaire de plus en plus grandissant, et qui n'est pas lié, comme on le croit souvent, à
la fameuse Cour pénale internationale ou à la menace de procès devant des forums étrangers, puisque c'est la Cour suprême elle-même qui a adopté quelque part cette exigence morale exorbitante, au point que, je crois qu'on en avait parlé dans une précédente émission, c'était le sujet d'un précédent livre que j'avais écrit, qui finalement... Israël impose à ses soldats des normes qu'aucun pays occidental n'est prêt à accepter, au point que les spécialistes de droit militaire occidentaux, quelque part, reprochent à Israël cette attitude qui est beaucoup trop, quelque part, extrémiste, qui est beaucoup trop radicale, parce qu'aucun pays ne veut que ses soldats se battent avec une main dans le dos contre des terroristes d'Al-Qaïda ou du Hamas pour Israël. Pierre, ce que vous dites me fait penser à un autre arrêt lors de la première intifada, et surtout ensuite il y a eu la seconde intifada, les terrasses des cafés qui explosaient, les bus qui explosaient, et il y avait eu une interview assez dont j'ai pas pu retrouver la référence de Aaron Barak, qui avait expliqué que si justement toutes les conditions n'étaient pas réunies par le Shabak qui interrogeait quelquefois de manière musclée les suspects, pour déterminer si oui ou non ils préparaient un attentat en cours. Donc, dans la mesure où on n'était pas sûr de cela, lui, il avait expliqué textuellement, et ça avait fait beaucoup choquer le pays, qu'il préférait voir un bus exploser et un principe juridique aussi important, ne pas être violé. Donc on arrive à des positions hallucinantes, à nouveau. Oui, surtout que je dirais cette espèce c'est presque la justice de Sodome, mais en fait c'est pas du tout ces principes. Il est très attaché à certains principes, mais pas dans toutes les situations. Par exemple, aujourd'hui, c'est évidemment le juge Barak a pris sa retraite, mais ses successeurs, par exemple, autorisent qu'on fouille les téléphones portables de proches conseillers de Netanyahou, ce qui est contraire à toutes les règles de droit. Et ça, pour le coup, personne ne s'en émeut, parce que la fin justifie les moyens. La fin de faire tomber le gouvernement Netanyahou justifie toutes les atteintes au droit. Donc, quelque part, ce fondamentalisme juridique laïque, pour reprendre l'expression du professeur Mautner, eh bien, il est toujours dans un sens bien particulier. Il y a une idéologie politique derrière. C'est pas simplement respecter strictement la loi le plus strictement possible. C'est toujours dans un but bien précis. Et on l'a bien vu aussi dans les différents arrêts de la Cour suprême, qui, quelque part, tranchent toujours, est toujours très prévisible. En général, c'est toujours contre les habitants juifs de Judée-Samarie, contre les Haredim, contre le caractère juif de l'État. C'est presque toujours dans le même sens. Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est important de revenir à nouveau sur Tsahal, c'est qu'il y a eu cette judiciarisation de l'éthique militaire israélienne. Ça a supposé que, par exemple, il y a eu un rôle accru y compris la conduite des opérations de Tsahal, un rôle accru de la Cour suprême et des tribunaux militaires dans le déroulement des opérations, y compris à chaud. Il y a aussi des interventions permanentes du judiciaire dans la conduite des opérations de guerre, notamment à Gaza, et puis des phénomènes assez étonnants de la judiciarisation du champ de bataille, par exemple, qui veut que dans le QG de l'armée de l'air de la région sud, quand il y a eu les 3 grosses opérations de 2008, 2012, 2014, les 3 guerres de Gaza, eh bien, il y a au QG de l'armée de l'air, il y a des avocats qui sont à la fois les avocats de Tsahal, et aussi les avocats de l'état-major. C'est-à-dire qu'Israël est absolument... l'armée israélienne, aujourd'hui, avant d'agir, consulte les instances juridiques à chaud. Oui, il y a des avocats qui sont là pour autoriser en temps réel des cibles, des frappes sur des cibles du Hamas. Et le Hamas, lui, qui de son côté, évidemment, cache tous ses soldats derrière des civils. Et donc, il a trouvé la parade absolue, presque absolue. Au point qu'on peut se demander si le fait, d'ailleurs, qu'il n'y ait plus aucune intervention terrestre ou même simplement de bombardements intensifs de Gaza depuis très longtemps, c'est pas tout simplement aussi la conséquence de cette judiciarisation et quelque part cette crainte de Tsahal et de l'échelon politique de faire des victimes chez l'ennemi, parce que ça on est à la fois évidemment Tsahal craint beaucoup plus pour la vie de ses propres soldats, ce qui en soi est très louable, mais craint aussi pour la vie des civils de l'ennemi. D'ailleurs, la notion d'ennemi est presque escamotée.
Tsahal prend en compte, je dirais, le souci de la vie des civils palestiniens. C'est extraordinaire, parce que si on s'applique à une analyse, vous êtes avocat, moi j'ai aussi fait des études juridiques, si on prend justement, on met la loupe sur cet aspect des choses, c'est extraordinaire de voir comment un principe mystique, un principe de sublimation du droit au-dessus de tout. On disait tout à l'heure, le droit est... La terre remplie de droit. Voilà, et le droit envahit l'univers. Comment, en fait, ça contredit le droit lui-même, puisque en droit international, il y a une jurisprudence qui oblige chaque État à défendre ses citoyens. Et il existe d'ailleurs 4 cercles juridiques de groupes de personnes, si vous voulez, que l'État doit prendre, dont il doit prendre la défense. Un premier cercle qui est évidemment la défense de ses propres citoyens qui y résident. Mais là, le second cercle, c'est les résidents étrangers sur le territoire de cet État. Le troisième cercle, c'est, dans l'ordre vraiment de la jurisprudence internationale, ce sont les ressortissants et donc les soldats qui sont en campagne éventuellement sur le territoire ennemi. Donc c'est le troisième cercle. Et en dernier lieu seulement, les civils du pays où l'armée doit faire une incursion. Et donc en fait, en préconisant ce genre de mesures, la Cour suprême contredit le droit international. Absolument. Elle contredit à la fois le droit international, bien entendu, bien sous-pesé et bien interprété, et aussi d'ailleurs la pratique, par exemple, à propos de la Cour pénale internationale. Je lisais récemment que les États-Unis avaient déclaré qu'ils étaient prêts à prendre tous les moyens, y compris des moyens militaires, à la fois pour protéger leurs propres soldats, contre toute poursuite abusive, contre toute détention abusive, y compris les soldats de leurs alliés, ce qui faisait allusion à Israël. C'est-à-dire que les États-Unis, eux, seraient prêts à intervenir militairement pour libérer des soldats israéliens qui seraient illégalement, par exemple, interpellés sur le territoire d'un pays européen, ce qui n'a rien d'hypothétique, ce qui pourrait tout à fait arriver. Mais Israël n'a jamais déclaré être prêt à faire la même chose. Donc, quelque part, les États-Unis seront aujourd'hui plus en pointe pour protéger les soldats de Tsahal face à des procédures judiciaires abusives qu'Israël lui-même. Et c'est pour ça qu'une experte en matière politique et juridique, Caroline Glick, a préconisé ces derniers jours, suite à la décision de la Cour pénale de La Haye, d'ouvrir une triple investigation, non pas contre Israël, mais en Palestine, a-t-on annoncé. Eh bien, elle a préconisé que, justement, le gouvernement israélien et la Knesset adoptent une loi semblable à la loi américaine qui octroie la possibilité à l'exécutif, donc au gouvernement américain, à l'administration américaine, de prendre tous les moyens appropriés, y compris la force, comme vous le disiez, pour protéger ses ressortissants, que ce soit les ressortissants de l'échelon politique ou de l'échelon militaire, qui seraient inquiétés par de telles attitudes. Donc on est aux antipodes de ce qui se passe en Israël pour l'instant. Absolument. Et Israël, malheureusement, incarne plutôt un modèle opposé et finalement... contrairement d'ailleurs à toute la tradition militaire israélienne et à la fois israélienne et juive, Israël serait prêt quelque part à laisser ses soldats sur le terrain, comme c'est le cas aussi d'ailleurs de soldats dont on n'a pas récupéré aussi les dépouilles à Gaza. Tout ça est quelque part s'inscrit dans la même tendance. Mais pour revenir à votre question précédente, je crois que effectivement, il y a un dévoiement du droit et ce qu'on vit aujourd'hui quelque part, c'est le fait que le droit, et ça c'est une remarque qui vaut pas seulement pour Israël, mais pour d'autres pays occidentaux notamment, le droit devient de plus en plus un système de valeurs, alors que originellement le droit n'a pas pour mission de proclamer des valeurs, mais simplement de régler des litiges entre des personnes ou entre des personnes au sens large, qui peuvent être personnes privées et publiques. Et aujourd'hui, le droit devient de plus en plus, s'arroge le droit de dicter des valeurs, et c'est bien ce qu'on voit avec la Cour suprême en Israël aujourd'hui. Elle dicte effectivement des valeurs à tout le monde, y compris à la Knesset, y compris au gouvernement, y compris au peuple d'Israël. Une défense et exergue du droit en tout point donc idéologique qui est un danger et qui était à l'origine, comme on vient de l'examiner dans notre magazine, qui est à l'origine et la source réelle des blocages politiques et institutionnels d'Israël aujourd'hui. Oui, et peut-être on pourrait dire pour conclure que je dirais la principale victime de cette révolution constitutionnelle, c'est la Cour suprême elle-même. Au-delà même de la vie politique, de l'équilibre des pouvoirs en Israël, c'est la Cour suprême elle-même qui finalement a perdu toute l'aura qu'elle avait d'institutions au-dessus des partis, au-dessus de la politique, et qui est devenu un acteur politique comme aussi un petit peu la police ou la justice en général. Donc finalement, je dirais toute
ce processus très déjà ancien, de plusieurs décennies, finalement, il est en train de scier la branche sur laquelle est assis l'institution judiciaire en Israël. Eh bien, merci Pierre Lursa pour cette analyse assez remarquable et ces précisions. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.